Bonjour, bonsoir et bienvenue à travers votre émission sur votre télévision. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir à cette émission M. François Cotillard dit UL et UL Olivier, qui sont tous deux. Alors, il y a juriste M. Cotillard et il y a l'avocat-chercheur, tous deux chercheurs dans le domaine de l'alimentation. M. Dituel, bienvenue à travers. Merci, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être en Haïti, de rencontrer la population, de rencontrer les organisations qui travaillent sur la sécurité alimentaire et très heureux d'être ici avec vous. Monsieur Olivier. Et bonjour, bonsoir, merci Ralph pour l'invitation et je suis vraiment heureux d'être à cette émission à travers pour discuter de la sécurité alimentaire, pour discuter de ce que fait la Soisan sur le terrain et justement de parler de nos expériences comme chercheurs, comme des personnes qui sont justement axées sur la sécurité alimentaire et de voir comment on pourrait proposer des pistes de solutions par rapport au problème de l'insécurité alimentaire dans le pays. Voilà, en fait, voilà. Alors, à travers vos ressources, notamment par rapport à l'association, c'est une organisation, Solidarité haïtienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà, c'est Soisan. Alors, d'abord, l'organisation est créée en 2014, c'est ça? Ça fait déjà 4 ans. Quels sont les objectifs poursuivis par l'organisation? La Soisan a pris naissance en septembre 2014. L'idée de départ, c'était justement de faire un constat. Et nous avons fait plusieurs constats au départ. Tout d'abord, nous avons pu constater qu'il y a vraiment trop d'Haïtiens ou d'individus dans le pays qui souffrent de l'insécurité alimentaire. Et maintenant, les chiffres récents, c'est plus de 5 500 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire en Haïti. Donc, c'est près de la moitié de la population haïtienne et c'est inconcevable. Donc, et deuxièmement, on a pu constater qu'il manque vraiment une solidarité sur le plan alimentaire entre justement les Haïtiens. Autrefois, dans les années 80-90, il y avait une certaine solidarité alimentaire lorsque j'étais enfant. Donc, des voisins allaient en dimanche, en week-end, partager de la nourriture avec d'autres personnes. Donc, on a perdu justement cette culture de partage alimentaire. Donc, c'est pourquoi on a dit que c'est bien d'inciter les personnes à la solidarité, les Haïtiens à la solidarité. Mais surtout, l'idée de départ, c'était de valoriser le concept de sécurité alimentaire qui est un peu galvaudé en Haïti. Donc, de donner un contenu à la sécurité alimentaire à l'haïtienne et surtout d'aider la population à comprendre l'importance de l'alimentation. On va y revenir. Question de manque de solidarité alimentaire, notamment entre les Haïtiens, la question de la sécurité alimentaire, donner un contenu à ce concept. Et là, alors on va s'appeler UL et puis François. Plus facile, ça va plus rapide. C'est pas le pape François en tout cas. Voilà. Alors, François, dites-nous, vous accompagnez l'organisation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai rencontré UL il y a quelques années, 5 ou 6 ans, et je me suis dit qu'il y avait là un potentiel pour créer un réseau international de jeunes comme lui, intéressés par la question de la sécurité alimentaire, qui pose des problèmes partout dans le monde. Donc, c'est très important d'avoir un réseau international parce que s'il faut une solidarité haïtienne, il faut aussi une solidarité internationale parce qu'il y a des problèmes qui sont globaux, le climat, le commerce international. Il y a beaucoup de choses qui sont internationales autour de l'aliment. Donc, si chacun reste dans son pays, chacun reste avec ses problèmes. Oui. Et donc, il faut établir ce réseau international. Donc, il y a la solidarité haïtienne et le réseau international auquel la Soisan va participer. C'est très bien. Alors, je vais commencer avec François, parce que là, j'avais commencé de l'autre côté avec UL tout à l'heure. On parle de sécurité alimentaire. Vous avez développé un concept qui est la démocratie alimentaire. Mais avant d'arriver à la démocratie alimentaire, parlons d'abord de la sécurité alimentaire. Pourquoi l'organisation, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'association revient, mais pourquoi l'organisation s'est investie dans la sécurité alimentaire et pose comme problème le manque de solidarité entre les Haïtiens qui ne partagent plus les aliments. Autrefois, vous dites très bien, vous dites juste, il y avait ce partage dans le voisinage. Nous mangeons chez nous ce que l'autre mange chez lui et l'autre mange chez lui ce que nous mangeons chez nous. Cette insécurité alimentaire dont il est question, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas porté beaucoup plus vers la souveraineté alimentaire que vers la sécurité alimentaire?
Oui, en réalité, Ralph, la sécurité alimentaire, on confond souvent avec la qualité sanitaire des aliments. On confond souvent sécurité alimentaire et sécurité sanitaire. La sécurité alimentaire, c'est un concept assez précis qui est défini internationalement et qui comporte 4 éléments. Le premier, c'est une alimentation suffisante. Il faut que chacun ait accès à une alimentation suffisante dans toutes les périodes de l'année. Le deuxième élément, c'est que cette alimentation doit être saine. En effet, il faut que la préparation suive des règles d'hygiène. Le troisième élément, c'est qu'elle doit être équilibrée, adaptée à chaque personne. Ce n'est pas la même chose pour une personne âgée, un enfant, une femme enceinte, etc. Et le quatrième élément, c'est que c'est une alimentation qui doit être choisie conformément à la culture de chacun. Et donc, à partir du moment où on a ces 4 éléments, finalement, la souveraineté elle est déjà présente. C'est-à-dire, si je peux choisir mon alimentation en fonction de ma culture, c'est que je suis au moins souverain sur mon alimentation. Et si chacun de nous est dans cette situation, alors on arrive tout de suite à la démocratie alimentaire, Ralph. Je suis d'accord que d'une part, à partir du moment où l'on peut choisir son alimentation, on est effectivement sur la voie de la démocratie alimentaire. Mais pour les autres concepts, notamment l'accès à une alimentation suffisante pendant toutes les périodes de l'année, une alimentation saine, avoir accès en termes de préparation, et une alimentation équilibrée, tout cela, dans un pays comme Haïti notamment, où la production agricole va décrescendo et prend la pente descendante, par où et comment est-ce qu'on va pouvoir assurer cette sécurité alimentaire? Je prends UL. Bon, c'est une très belle question. Et comme disait François, l'idée c'est de commencer par toute une échelle. Pour moi, il faudrait commencer par l'autonomie, justement, encore l'autonomisation des riverains, des populations. Et il faudrait aussi commencer par une certaine autonomie alimentaire, pour être plus clair. Ensuite, de passer par la sécurité alimentaire, pour justement passer par la souveraineté alimentaire et arriver à la démocratie alimentaire. L'idée c'est quoi? L'idée c'est justement d'avoir des projets sociaux en faveur des plus vulnérables, parce que la sécurité alimentaire concerne d'abord les personnes qui sont justement dans un état nécessiteux. C'est surtout les personnes ayant les plus grandes difficultés économiques que la sécurité alimentaire doit viser d'abord. Ensuite, la force active de la population, donc les personnes qui peuvent acheter de la nourriture. Donc il faudrait qu'il y ait tout un système de protection sociale en faveur de ces gens, qui est, comme l'exige la FAO, qui est vraiment des programmes sociaux destinés à aider, soit à aider à avoir accès à la nourriture pour ces gens, et surtout d'aller vers, pour être plus politique, d'aller vers un budget vraiment standard pour pouvoir renforcer l'agriculture, pour donner accès au marché aux paysans, accès à la terre aux paysans, parce que nous autres en Haïti, nous avons un grave problème de sécurité foncière. Donc le fait que le paysan, lui, il n'a pas de titre de propriété pour sa terre, il n'a pas justement accès à la terre, il y a l'accaparement des terres, etc. Donc tout ça crée une certaine, je dirais, insécurité foncière, et aussi nous avons les aléas naturels, les aléas politiques, les aléas économiques. Donc tout ça, ce sont des circonstances qui créent justement l'insécurité alimentaire. Maintenant, que faire? Donc, si vous me permettez, Ralph. Donc, l'idée, c'est d'abord, c'est de prendre une conscience au niveau national et d'avoir aussi une collaboration ou encore une coopération internationale. De prendre une conscience au niveau national, c'est justement aller vers des actions concrètes, des actions ponctuelles et structurantes pour pouvoir véritablement aider les personnes qui se trouvent dans l'insécurité alimentaire, et surtout de renforcer les organisations. Parce que là maintenant, nous avons un grave problème de souveraineté alimentaire dans le pays. Nous avons aussi un problème de gouvernance alimentaire. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Il y a le ministère de l'Agriculture, il y a la Coordination nationale de sécurité alimentaire et plein d'autres ministères travaillant soit directement ou indirectement dans le domaine. Mais maintenant, on ne sait pas qui fait quoi. Alors voilà. En fait, j'ai des questions, mais je vais d'abord commencer par François, là. C'est un tour, mais c'est par rapport à ce que tu viens de dire, UL.
vous avez dit qu'il faut commencer par l'autonomie. Or, pour être autonome, aujourd'hui, nous savons que pour manger, l'haïtien, d'une part, par rapport à la situation actuelle, soit qu'il y a des gens qui en République dominicaine qui achètent et qui viennent revendre ici, c'est comme si c'est la République dominicaine qui nous nourrissait. Le riz haïtien dans l'Artibonite, il y a un grand problème maintenant. Il y a des rats qui mangent, voilà, non seulement ce que les Haïtiens, les planteurs de l'Artibonite avaient comme produits locaux en termes de semences de riz, mais également un produit qui a été donné par une compagnie de téléphonie locale, qui a beaucoup d'arômes, un arôme qui attire beaucoup les rats. Et voilà, les rats mangent maintenant ce que les gens avaient déjà. Il y a d'où cette importation du riz des États-Unis. Il y a d'autres pays qui nous offrent du riz. Alors, pour vous dire que nous dépendons actuellement d'autres pays pour manger. Et la production nationale, elle va décrescendo, je vous le disais tout à l'heure. Maintenant, cette autonomie, par où doit-elle commencer? Monsieur François. Dans tous les pays du monde, c'est un peu la même chose. Soit on a beaucoup d'argent pour garantir l'approvisionnement alimentaire qui vient des importations, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, soit on produit par son agriculture l'alimentation de base pour sa population. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'acheter à l'extérieur. Ça veut dire que chaque personne, pour vivre, elle a besoin de protéines, elle a besoin de glucides, elle a besoin de lipides. Les glucides, on en trouve dans la canne, les protéines, on en trouve dans le riz, dans les lentilles, dans le maïs, dans le blé, dans quantité de céréales, toutes les céréales. Et donc, un pays peut aussi décider de ne plus être dépendant sur les productions de base qui fournissent les éléments nutritionnels qui permettent de vivre. Ça n'empêche pas d'acheter des fruits qui viendront de l'extérieur, même s'il y en a beaucoup ici. Oui. Ça n'empêche pas d'acheter à l'extérieur, ça n'empêche pas de faire fonctionner le commerce. Mais l'autonomie, c'est la possibilité d'assurer de manière indépendante la nourriture de la population pour les besoins les plus fondamentaux. Vous êtes chercheur, vous avez conduit des recherches, vous conduisez des recherches à travers le monde, Oui. et sur la question de la sécurité alimentaire. Jointe à cette question-là, à celle de l'autonomie, comment est-ce que vous voyez la situation d'Haïti aujourd'hui? Alors, je crois que la situation... quand je suis arrivé à Haïti, je me suis dit c'est un pays qui peut-être croule sous l'aide internationale et qui n'a pas cette marge de manœuvre pour développer sa politique. Je crois qu'en réalité, non. Ce que je découvre ici, c'est que sous le chapeau apparent, il y a des braises qui ne demandent qu'à s'enflammer. Il y a beaucoup de possibilités. Et l'une des possibilités, c'est évidemment que l'agriculture à Haïti, elle a un potentiel qui n'est pas utilisé complètement pour l'instant. Il y a eu, comme tout le monde le dit, un décrescendo de la production agricole. Mais le décrescendo, ça peut devenir un crescendo. Simplement, il faut une politique publique. Et sur la question de la politique publique, il y a quelque chose de très important à comprendre. Parce que finalement, la vie, la base de la vie, c'est quoi? Il faut manger, avoir un logement, des écoles pour nos enfants, des hôpitaux pour se soigner. Si on a ça, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on souhaite se soigner dans un autre pays? Non, on souhaite avoir une médecine près de chez soi. Est-ce qu'on souhaite se loger dans un autre pays? Non, on souhaite se loger là où on vit. Dans le monde idéal, c'est tout idéal. Oui. Est-ce qu'on souhaite que les enfants n'aient pas d'école à proximité? Si, on voudrait qu'ils aient une école à proximité. Et alors, on accepterait que l'alimentation vienne du monde entier? Pourquoi est-ce que pour les trois autres besoins fondamentaux, on trouve important d'avoir le plus possible à proximité les services dont on a besoin, et pour l'alimentation, il faudrait aller la chercher dans le monde entier et pas utiliser l'alimentation possible à proximité de chez soi. Parce que si je connais le producteur, je vais avoir plus de confiance. Lui, il va connaître ses clients, il va faire plus attention. Ça crée du lien social. Il y a une spirale qui se met en œuvre quand on commence à consommer des produits qui viennent du territoire sur lequel, du bassin de vie, du territoire sur lequel on vit. Ça n'empêche pas, encore une fois, le commerce de fonctionner. Il faut toujours acheter. Mais les produits fondamentaux, on les prend ici. Ça suppose une politique publique. Ça suppose de dire le commerce international ne permet pas de nourrir tout le monde. Parce que pour que le commerce international
nourrisse tout le monde, il faudrait que tout le monde ait de l'argent pour acheter. Absolument. Et ce n'est pas le cas en Haïti. Et ce n'est pas le cas en Haïti. Ouais. C'est une évidence. Et donc, à partir du moment où on fait ce constat, eh bien, le réflexe, c'est de dire comment on peut produire chez nous, parce qu'on a les ressources. Absolument. On n'a pas les ressources financières, mais on a les ressources foncières, on a les ressources d'agriculture, on a les ressources de semences. Il y a tout ce qu'il faut ici. Voilà. Et là, une question par rapport à la Sorasan, c'est ça? Quelles sont les actions que vous-même vous entreprenez par rapport à ce que vous venez de dire, Yuel? C'est d'abord pour faciliter cette prise de conscience qui est très importante, quoi, pour aller vers cette autonomie-là. Nous avons opté pour la sensibilisation, toute une vous faites campagne quoi, en de fait, en termes d'activité? Par exemple, nous avons des activités majeures. Nous sommes là maintenant à notre 3e édition de la caravane scolaire sur la sécurité alimentaire nutritionnelle. Depuis 2015, on a lancé la caravane scolaire où on va dans les écoles, surtout dans les écoles de la capitale. Et cette année, les 5 et 6 mai, nous allons justement discuter autour de l'alimentation dans le milieu scolaire à l'heure des changements climatiques. Donc l'idée, c'est d'aider les élèves à comprendre l'importance de l'alimentation dans leur apprentissage, d'aider les élèves à comprendre l'importance même de la sécurité alimentaire, de les sensibiliser sur l'hygiène scolaire, sur la santé scolaire, sur l'agriculture scolaire et comment bien manger pour que le corps soit équilibré. Nous avons aussi toute une sensibilisation pour les citoyens, c'est Ticoserie sous la mangeaille. Donc c'est donc une activité mensuelle où on reçoit des experts, des chercheurs, des personnes concernées dans le domaine pour discuter autour de l'alimentation. Et c'est ce qui explique la présence de François avec nous. Justement, donc c'est dans le cadre de partenariat, surtout là maintenant nous avons un axe de recherche. Maintenant, nous cherchons des partenariats avec des universités étrangères, des universités locales et nationales pour justement développer des pôles de recherche en agriculture, en alimentation, en nutrition, en droit à l'alimentation, tout ça. Et l'idée, c'est justement de faire des recherches vraiment pour mettre des données disponibles. Parce que moi, personnellement, j'ai rédigé mon mémoire de sortie à la faculté de droit sur la sécurité alimentaire en comparaison au droit à l'alimentation, mais j'avais beaucoup de peine à trouver les données nécessaires pour faire des réflexions scientifiques. Et heureusement, j'ai rencontré le professeur Dituel qui m'a donné justement toute une bibliothèque spécialisée dans le domaine du droit à l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Et ça m'a permis de faire une approche juridique de la sécurité alimentaire. Et la Soisan a aussi et maintenant 2 projets sociaux qui sont en cours. Il y a Absence et Action ponctuelle pour la sécurité alimentaire nutritionnelle. C'est justement, on a ciblé, surtout dans le Nord, à Fort-Saint-Michel, et quelques familles, surtout des mères allaitantes et des enfants, pour donner une assistance alimentaire. Donc, c'est une aide alimentaire ponctuelle. C'est après des catastrophes naturelles, des inondations, etc. Donc, on va dans cette zone pour aider cette population. Et là, maintenant, à Saint-Louis-du-Nord, nous avons lancé un projet Corée et plantaire cacao, donc où on réunit les planteurs de cacao, les agriculteurs en cacao en petits groupes d'associations et on donne des formations. Maintenant, on voudrait bien implémenter la deuxième phase, c'est donner des plantules, engrais, etc. Bon, on n'en est pas encore là, mais l'idée, c'est justement d'aller vers ça. Et alors, une question, c'est quelles sont les limites, en fait, quelles sont les limites des projets, en termes de projets sur l'agriculture, par rapport à cette perspective de la je ne vais pas dire de la souveraineté alimentaire, parce que vous ne parlez pas souveraineté alimentaire, vous parlez sécurité alimentaire. Quelles sont les limites de ces projets-là? Mais pour vraiment aboutir à cette démocratie alimentaire qu'on va aborder comme concept dans un instant. Non, les limites, c'est clair, parce que jusqu'à présent, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire en Haïti, on voit seulement l'agriculture. Ce n'est pas que ça. Donc c'est vrai, l'agriculture, c'est la porte d'entrée vers la sécurité alimentaire, mais il y a aussi l'économie, il y a aussi le droit, il y a aussi l'anthropologie, il y a aussi justement la sociologie, parce que j'ai un ami, et John Mounassé,
lui, il a fait une étude sur les habitudes alimentaires. Ah oui, il est au Brésil maintenant, je crois. Oui, justement, il fait son doctorat. Donc, il était à Sciences humaines et il a justement fait une belle réflexion sur les habitudes alimentaires que nous sommes en train justement de tout modifier, je dirais mieux, par rapport à nos goûts, par rapport justement à nos habitudes alimentaires. Autrefois, on était beaucoup plus penché vers les tubercules, mais maintenant, on va juste vers des conserves et des aliments importés, tout ça. Donc, il explique tout ça. Donc, je pense que malheureusement, les limites, c'est qu'en Haïti, on considère la sécurité alimentaire de façon isolée, alors qu'en réalité, on devrait considérer la sécurité alimentaire comme un concert de professionnels, comme un concert de discipline, et de là étant de trouver une bonne politique publique axée essentiellement sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et comme ça pourrait donner plus de marge de manœuvre de réussite par rapport au projet. Alors, une question pour François avant la pause. On n'a que 4 minutes, on n'a que 3 minutes maintenant avant la pause, mais quand même je lance la question et on pourra élaborer beaucoup plus après la pause. La question, c'est vraiment comment résoudre la question du non-accès à l'alimentation des gens. Par où commencer? Quelle action entreprendre pour vraiment permettre... Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est plus qu'une question de sécurité et de non-sécurité ou d'insécurité alimentaire. C'est un problème plus grave, c'est un problème plus grand. Alors, comment vraiment aborder la question, François? Moi, je crois qu'il y a des approches multiples. Il y a d'abord une approche internationale. L'alimentation, ça circule dans le monde entier, ça provoque des dégâts aussi climatiques qui ont des répercussions sur chaque pays. Donc, il faut discuter au plan international. Il y a une approche sur le terrain. C'est-à-dire que les initiatives concrètes dans mon quartier, dans ma commune, il y a des choses qui sont possibles à ce niveau-là. Il faut avoir ces deux choses-là. Et puis, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est que pour que tout le monde ait de quoi manger, il faut que se transforment tous ceux qui ont de quoi manger. Pour le dire simplement... On va élaborer après. Oui. On va élaborer après. Il faut que se transforment tous ceux... Oui, il faut qu'ils se transforment tous ceux qui ont à manger. Ah, qui ont à manger. Voilà, on va revenir là-dessus. On marquera la pause. Vous suivez à travers sur la télévision Pacifique le temps de marquer la pause. On revient dans un instant. Vous suivez à travers sur la télévision Pacifique, votre télévision, votre émission. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir cette émission. Alors, vous avez déjà eu la chance de les voir en première partie. Huguel Olivier, qui est chercheur en alimentation, qui est également avocat, et puis notre cher ami François Dutuel, qui est chercheur également dans le domaine de l'alimentation, qui a élaboré un concept qui est la démocratie alimentaire de l'alimentation pour tout le monde et suivant son goût. Et avant la pause, on abordait la question avec François, comment faire en sorte que tous les gens, notamment en Haïti, puissent avoir accès à l'alimentation, à de la nourriture. Vous disiez qu'il y a deux plans qu'il faut voir. Il y a le plan international où l'alimentation circule, mais également le plan local où chacun, dans son quartier, doit entreprendre certaines choses. Je vous écoute, monsieur François. Alors d'abord, il faut, je pense, repenser nationalement, c'est ça aussi la souveraineté, repenser nationalement où on met le centre de gravité entre l'international et le local. Parce qu'on peut décider de manger ce qu'on produit, on peut décider de manger ce qu'on achète à l'extérieur. Oui. Il y a de la politique à faire derrière. Et puis, à l'échelle des individus, de nous tous, de chacun de nous. Bon, moi, chacun sait ce qu'il a mangé à son dernier repas. Ouais. Maintenant, est-ce que chacun sait d'où venait chacun des ingrédients qui étaient dans son assiette? Non, c'est pas sûr. Et moi, je ne refuse d'être consommateur. Le consommateur, il est passif. Je suis un mangeur citoyen. Waouh! Comme mangeur, j'ai besoin d'avoir des aliments qui sont conformes à mes besoins physiques, à ma santé, à mon âge, à mes activités. Et comme citoyen, j'ai besoin de savoir que ce que je mange, ça a des effets positifs sur mon territoire, sur le pays dans lequel je vis ou sur le pays que je veux développer. Il faut un engagement citoyen par rapport à ce qu'on mange. Exactement. Mais il y a un problème, le problème du fait que les gens n'ont pas toujours l'argent. Ils n'ont pas cette autonomie économique ou financière. C'est un problème. Exactement. Mais quand on regarde les statistiques à l'échelle du monde, et dans toutes les régions du monde, l'insécurité alimentaire frappe à 80% les personnes qui vivent à la campagne, les paysans.
Les paysans. L'insécurité alimentaire, c'est d'abord une insécurité alimentaire rurale. Dans tous les pays du monde, l'insécurité alimentaire, elle conduit à des mouvements de population qui quittent la campagne pour aller grossir les pourtours des villes. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que les paysans, beaucoup de paysans, mais dans le monde, je ne parle pas d'Haïti spécialement, je parle de beaucoup de pays du monde, y compris du mien d'ailleurs, beaucoup de paysans ont des revenus qui sont insuffisants parce que notre alimentation, elle s'est coupée de la nature et elle s'est coupée de l'agriculture. C'est une alimentation qui s'est beaucoup industrialisée. Alors, l'un des objectifs qu'on doit avoir, c'est en nourrissant les paysans, si je puis dire, on va nourrir le reste de la population. C'est-à-dire commencer par renforcer l'agriculture paysanne. Exactement. L'agriculture paysanne, l'agriculture vivrière, l'agriculture qui permet de vivre. Et si je peux produire un peu plus que ce dont j'ai besoin, je peux exporter à ce moment-là. Je peux exporter ou vendre à mes voisins. Oui, transformer aussi. Et créer du lien social ou faire une première transformation. Pour moi, dans ce qu'on mange, on gagne moins d'argent à vendre un litre de lait qu'à vendre un yaourt ou une crème. Oui. On gagne moins d'argent à vendre un quartier d'animal ou de vendre une saucisse. La valeur ajoutée, l'essentiel de la valeur ajoutée, elle est dans la première transformation du produit de base. C'est vrai. Un agriculteur, il peut, s'il produit du lait, il peut faire des yaourts. C'est pas difficile de faire des yaourts. On peut aussi en faire chez nous. Oui. Il peut faire des saucisses. Il peut, à partir de produits qu'il cultive, faire une farine avec laquelle on va faire du pain. Et un pain qui sera sans gluten, qui pourra même être bon pour la santé d'enfants qui sont devenus, beaucoup d'enfants qui sont devenus allergiques ou qui ont des maladies de ce genre. Donc il faut d'abord nourrir l'agriculture, et nourrir l'agriculture avec une politique agricole ambitieuse, parce que la pauvreté, elle est d'abord rurale. La pauvreté est d'abord rurale. Ce qui fait que sans doute que Sohassane intervient dans le nord du pays pour apporter un certain niveau de l'aide ponctuelle aux gens quand il y a des catastrophes, mais aussi pour apporter des semences, vous disiez. Oui, justement, donc l'idée c'est ça, c'est aider la population rurale à être autonomisée, que ce soit financièrement, que ce soit agricolement, donc pour voir véritablement comment essayer de sensibiliser ces gens, puisque la chose c'est que l'agriculteur, lui, il est conscient des enjeux que ça rapporte par rapport à l'agriculture, à la culture, etc. Mais il manque justement ce côté de sensibilisation. Donc c'est ce que nous essayons de faire avec la Soazan, à un niveau moindre, mais ça demande justement beaucoup d'énergie. Alors je vais poser une question là, c'est les gens se plaignent. Alors tout à l'heure, vous l'avez dit, le problème de la sécurité par rapport au terre, la sécurité foncière, il y a ça. Il y a tout. À qui appartient cette terre? On ne le sait pas. À l'État. À qui d'autre? On ne sait pas. C'est un très grand problème en Haïti. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, on rapporte que ça a causé la mort du père de la nation, Jean Dessalines aussi. Alors, le problème de la sécurité foncière, il y a le fait que les gens... Parce qu'en fait, il y a un autre problème. Avec l'aide qui arrive aussi les semences modifiées, ou génétiquement modifiées, ce qui fait que c'est une seule utilisation. On ne peut plus avoir de semences. Avec ça aussi, avec cette aide, arrive aussi une sorte de dépendance de l'étranger. À chaque fois, il faut vraiment avoir recours à celui qui nous avait donné l'aide. Avec ça arrive aussi un autre problème, celui de l'engrais, parce qu'en fait, avec l'engrais qu'on doit utiliser pour faire grandir ces trucs modifiés là, ce qui fait que les terres sont affectées, d'où le paysan se sent remis à lui-même, il est perdu, et François le disait tout à l'heure, les gens sont censés laisser la campagne pour venir chercher une vie meilleure ici, bon, dans les autos des villes, là, des capitales, ou laissent le pays. Par rapport à ça, est-ce que Sohassane essaie de voir comment trouver une piste de solution, même pas une solution, mais au moins une piste de solution? Est-ce que vous pensez sur ça? Est-ce que vous réfléchissez sur ça quand même? C'est une préoccupation pour nous autres. Il y a tout un débat au niveau contradictoire, au niveau de la Sohassane. Le débat est contradictoire parce que, et pour certains, des économistes, ils pensent que l'aide peut aider, surtout l'aide alimentaire. C'est la façon de coordonner l'aide. C'est la façon justement de cibler les populations qui nécessitent vraiment accès à cette aide,
alimentaire. Donc, pour eux, l'aide peut aider, c'est justement, il faut une bonne coordination. Mais pour nous autres juristes, nous pensons qu'il ne faut pas passer par l'aide, puisque c'est vrai que l'aide représente une portion de la balance alimentaire haïtienne, parce que lorsqu'on parle justement de la disponibilité alimentaire en Haïti, on parle à la fois de la production nationale qui représente actuellement environ 42% de l'assiette alimentaire. Et il y a aussi l'importation qui est devenue vraiment la norme, c'est à plus de 50%, et il y a l'aide alimentaire dans les cas ponctuels. Le problème, c'est que on n'arrive pas à contrôler l'aide alimentaire. On n'arrive pas justement à contrôler le flux d'aide qui arrive. Et ça cause un déséquilibre au niveau justement de la disponibilité alimentaire, parce que les cultivateurs, les paysans, eux, n'arrivent pas vraiment à concurrencer par rapport aux denrées alimentaires qui arrivent, aux produits alimentaires qui arrivent. Ils n'arrivent pas à concurrencer justement ces grands, je dirais, ces nantis-là qui viennent avec tout ça, ou encore, ils n'arrivent pas à concurrencer les denrées alimentaires disponibles sous forme d'aide dans le pays. Donc, tout ça, je pense qu'il faudrait contrôler vraiment l'aide. L'aide est nécessaire. Je suis d'accord avec l'approche économique de la question, mais aussi, il faudrait autonomiser les paysans et les donner vraiment un bon encadrement pour pouvoir nourrir la population. Puisque, comme François disait tout à l'heure, la sécurité alimentaire doit passer par le monde rural. La sécurité alimentaire doit trouver sa réponse par rapport à l'agriculture familiale. Et la sécurité alimentaire doit justement passer par les plus vulnérables. Et en Haïti, et selon les chiffres, c'est que il y a environ 46% de paysans qui sont frappés par l'insécurité alimentaire. Alors, la prochaine question va être qu'est-ce qui effectivement a causé ou a provoqué cette insécurité alimentaire, notamment en Haïti? Ça va être la prochaine question pour Sow-Hassan. Mais avant, abordons le concept de la démocratie alimentaire. C'est comme le peuple, la nourriture par le peuple pour le peuple. Et c'est un peu ça, mais en fait, ça part d'une idée qui est somme toute simple, c'est que on vit dans un système économique qui est libéral. Bon, c'est le système du monde un peu. Bon, oui. Et il y a une contradiction à vouloir être libéral, libre économiquement et dépendant. Il y a une contradiction. Qu'est-ce que c'est que cette contradiction profonde? Et donc, forcément, si on est dépendant, c'est qu'on a tort d'être trop libéral. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire être moins libéral? Ça veut dire développer une politique publique. Pourquoi est-ce qu'on a... s'il n'y avait aucune aide publique, aucune politique publique sur la santé, sur l'éducation, qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait encore plus catastrophique. Il faut des politiques publiques qui contrôlent, qui encadrent le régime économique qui reste libéral, qui reste celui du commerce, du libre-échange. Mais il faut une politique publique pour les plus faibles. Le système économique, c'est basé sur la loi de l'offre et de la demande. Mais ça ne fonctionne que si la demande est solvable, si la demande a de l'argent pour payer. S'il n'y a pas d'argent, la loi de l'offre et de la demande, ça n'a pas de sens. Alors, quelle politique publique? Une politique publique, il faut se poser la question simplement pourquoi il y a de moins en moins d'agriculture en Haïti. Et qu'est-ce que deviennent les produits agricoles qui sont produits en Haïti? Est-ce qu'ils sont consommés à Haïti ou est-ce qu'ils sont vendus à l'exportation? Le pain est fait avec de la farine. La farine est peut-être haïtienne. Est-ce que le blé est haïtien? Voilà. On peut se poser ces questions. Une fois qu'on a la question, on a un peu la réponse. La farine, elle est haïtienne, le blé n'est pas haïtien. Alors est-ce que le blé pourrait être haïtien? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs? Pourquoi? S'ils gagnaient leur vie, il y aurait des agriculteurs. Oui. Dans tous les pays du monde où l'agriculture est florissante, les agriculteurs gagnent leur vie. S'ils ne gagnent pas leur vie, ils arrêtent. Mais pourquoi ils ne gagnent pas leur vie? Si un agriculteur vend sur le territoire sur lequel c'est produit, un agriculteur d'Haïti vend à Haïti, pourquoi est-ce qu'on appliquerait toujours de manière nécessaire les prix internationaux? Puisqu'il y a un coût de revient national, une consommation nationale. Si chacun a de quoi acheter en fonction de son revenu national sur son pays, de quoi manger,
le producteur, il aura de quoi vivre sur le terrain national. Oui, oui. Et donc, c'est une très belle approche. Hein. Il faut apprendre à oublier un peu l'international et à se demander qu'est-ce que je peux faire ici, comme politique publique, en repartant du début. J'ai besoin de la terre, j'ai besoin d'agriculteurs, j'ai besoin de semences qui viennent aussi d'ici, qui sont adaptées au climat. Et j'ai besoin pour ça, je ne vais pas arrêter, encore une fois, il ne faut surtout pas penser qu'il s'agit de vivre en autarcie. Excuse-moi, c'est un premier aspect, pardon. Il y a un autre aspect que j'aimerais bien qu'on aborde sur cette même lancée-là, c'est nous, malheureusement, depuis un certain temps, Haïti dépend, sur le plan budgétaire, notamment le gouvernement haïtien, de l'international pour financer son budget, et son budget là qui va, disons, peut-être pour le fonctionnement des ministères, pour l'opérationnalisation de certains programmes. Tout ça, on dépend de l'aide internationale, on dépend des bailleurs, on dépend de tout ça. Comment, toujours dans cette perspective, oublier un peu l'international, portons le regard vers nous et voir ce qu'on peut faire ici, où trouver cet argent-là? Ce dont on a besoin pour se nourrir, c'est de la terre. La terre, elle ne vient pas de l'extérieur. Du tout. Ce dont on a on besoin n'importe pas la terre, Dieu merci. Pour se nourrir, c'est des semences. Les semences, on peut les trouver aussi ici. Pour se nourrir, il faut des agriculteurs qui cultivent. Les agriculteurs, ils ne viennent pas de l'extérieur. On a dans chaque pays de la terre la possibilité de variétés végétales adaptées au climat, adaptées à la culture, adaptées à l'alimentation. Et plein d'agriculteurs qui sont prêts à faire de l'agriculture s'ils peuvent gagner leur vie avec et nourrir leur famille. Ouais. Il n'y a pas besoin de l'international pour ça. Oui, mais il faut quand même de l'argent pour avoir ces semences-là, pour les acheter. Il faut quand même de l'argent pour tourner la terre. Il faut tout ça. Il faut peut-être des machines agricoles. Ça fait un coût, quoi. Ça fait un coût. Et peut-être il y a besoin d'une aide internationale, d'investissements internationaux pour aider, pour donner le premier mouvement. Mais il y a aussi des ressorts possibles à l'intérieur même du pays. Par exemple, chez moi, dans mon pays, on développe, en France, on développe des politiques locales, très locales, à l'échelle des communes, avec les cantines scolaires. Et la cantine scolaire s'approvisionne auprès des agriculteurs locaux. Elle conclut des contrats avec les agriculteurs locaux pour qu'ils produisent avec le moins de produits chimiques possible. Et même, finalement, bio. On développe en même temps on lutte en même temps contre le gaspillage alimentaire. Les enfants à la cantine, ils pèsent leur assiette. À la fin du repas, pour voir combien ils réfléchissent à ça. Il y a une politique d'éducation. Et les agriculteurs, eux, ils ont aussi de la reconnaissance. D'abord, ils ont des prix garantis. Ils savent quelles sont les personnes qu'ils nourrissent. C'est les enfants de leurs voisins. Il y a une reconnaissance, ça crée du lien social. Il y a toute une spirale vertueuse qui permet à une agriculture de se développer économiquement. Les agriculteurs ont de quoi vivre, à des enfants d'être en meilleure santé. Mon environnement, mon économie vont mieux par cette spirale. Ça, c'est des expériences qui peuvent se faire à l'échelle très locale, très locale. Ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes. Non. On est bien d'accord là-dessus. Mais il y a des choses à faire localement sans avoir besoin, de manière nécessaire, de recourir systématiquement à des aides internationales. Voilà, en fait, il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin de l'émission. C'est malheureux, ça fait déjà beaucoup de données et qui peuvent vraiment aider les gens, les téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent à travers maintenant. Je le disais tout à l'heure, la question c'est qu'est-ce qui a provoqué cette insécurité alimentaire? Les causes sont complexes et multiples. Par exemple, nous sommes une population très pauvre, un pays très pauvre. Alors, un pays très pauvre, une population très pauvre, comment est-ce que vous expliquez cette pauvreté, cette paupérisation? En fait, plus de la moitié de la population est pauvre, vivent avec moins de $2 américains. Donc, les chiffres en parlent. Et justement, à ce titre, c'est difficile, puisque il y a plus de 50% de la population frappée par la pauvreté. Et la chose en Haïti, pour vraiment avoir accès à la nourriture, une nourriture de quantité et de qualité, on doit avoir environ, je dirais, $22 américains. Excuse-moi, je suis un peu perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est d'accord que
c'est surtout les paysans. Alors, cette pauvreté, cette insécurité-là est surtout en milieu paysan. Il y a les terres, il y a tout ça. Et vous dites quelque part que c'est surtout la situation économique qui fait qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas manger et satisfaire ses besoins. Alors, je suis un peu perdu parce que le paysan, c'est pas le milieu rural, c'est pas un milieu industrialisé de prime abord. C'est un milieu, où la terre est à côté de nous, où tout ça est tout près, quoi. Alors, c'est ça, quelle est cette cause-là? Je comprends bien votre préoccupation, Ralph, mais l'idée c'est que lorsque je parle de pauvreté, c'est vraiment économiquement nous sommes pauvres. La population est pauvre. Et même même dans le milieu rural, les gens sont obligés de vendre leurs denrées alimentaires pour acheter d'autres produits importés. Donc ça, c'est vraiment une façon pour prouver la pauvreté des gens. Là, vous renvoyez un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure, à la question des habitudes alimentaires, quelque part. Il y a ça, Pourquoi mais acheter le produit étranger pendant que je peux avoir les produits locaux là? oui, il y a ça, mais il y a aussi le souci de survie. Donc les gens, ils doivent vivre, que ce soit économiquement pour envoyer leurs enfants à l'école, pour payer justement les soins de santé. Donc l'agriculture est tellement rudimentaire pour ces gens, donc ils sont obligés de vendre leurs denrées alimentaires pour en acheter d'autres en quelque sorte à moindre coût, pour justement pouvoir combler les autres besoins fondamentaux. Donc tout ça crée une situation de pauvreté et qui crée aussi vraiment un accès limité à l'alimentation. C'est pourquoi on dit, même dans les rapports, que la pauvreté c'est la première source d'insécurité alimentaire. Et aussi en Haïti, nous avons les aléas naturels comme les catastrophes naturelles. Récemment, nous avions connu vraiment les ravages de Mathieu. Ah oui, dans le Grand Sud surtout. Oh avant Mathieu, on avait environ 3 millions d'Haïtiens en insécurité alimentaire. Après Mathieu, on était passé jusqu'à 5 millions 500 000 Haïtiens en insécurité alimentaire. Près de 6 millions d'Haïtiens en insécurité alimentaire. Tout ça, c'est justement des causes des catastrophes naturelles. Ensuite, il y a la situation politique du pays, l'instabilité politique, et on n'a pas fait choix d'une politique publique structurée en matière justement alimentaire. Maintenant, on ne sait quelle orientation donner à notre agriculture. Est-ce que nous sommes une agriculture libérale ou c'est justement une agriculture protectionniste? On n'a pas justement défini au niveau de l'État par rapport à nos choix. Hassan propose quoi par rapport à ça? Bon, pour nous, c'est tout d'abord, il faudrait aller vers le droit. Il faudrait, parce que vous êtes avocat. Justement, ça c'est la première approche. Il faudrait justement qu'il y ait des lois spécifiques à la sécurité alimentaire et même de faire de la sécurité alimentaire un droit justiciable en Haïti. Donc dès que le droit à l'alimentation de la population n'est pas garanti, donc il faudrait justement qu'on pourrait avoir accès à la justice pour rester l'État en justice et de l'État pour que l'État donne effet au droit à l'alimentation. Ensuite, il faudrait aussi passer par le budget national, renforcer le budget et avoir un budget standard alloué à l'agriculture, à l'alimentation et avec des projets sociaux pour les personnes les plus vulnérables et ensuite pour la population active, créer de l'emploi. Puisque, comme je disais tantôt, la pauvreté est donc une source de l'insécurité alimentaire. On vient de me faire signe pour me dire que je n'ai plus de minutes pour mon émission, mais on ne va pas conclure comme ça. D'abord, un mot spécial, François, aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Pacifique par rapport à ce travail que vous faites de recherche sur la question de la sécurité alimentaire, sur le concept de la démocratie alimentaire. Et puis ce sera la même chose. Et puis les perspectives également pour Hassan et les perspectives et comment contacter Hassan aussi. Voilà. Alors, on commence avec François. Alors moi, je voudrais dire que j'ai l'impression, depuis que je suis ici, qu'il y a en Haïti toutes les potentialités pour réussir le développement, pour réussir à nourrir la population. C'est une nature extraordinaire. Il y a une variété de fruits et légumes qui sont la base. Nous payons cher pour avoir les produits que vous avez chez vous. Nous payons cher pour avoir des produits de cette qualité. La diversité des fruits, la diversité des légumes. Donc il y a des potentiels fantastique. Et il y a, d'une certaine manière, c'est un peu désolant que ce ne soit pas utilisé autant que cela pourrait être. Et il me semble qu'il suffit de souffler un peu sur des braises
pour qu'en Haïti, il y ait quelque chose qui se réveille et qui étonne même d'autres pays, y compris le mien. Donc, allez-y, allez-y, Haïtiennes et Haïtiens, allez-y. Nous, on attend de voir comment vous allez faire et il y a d'autres régions du monde qui seront heureuses de voir comment vous allez réussir. Voilà. Mais pour moi, Perspective pour Soa Hassan, Ouais. comment contacter Soa Hassan, voilà. Justement, mais pour moi, le message, c'est qu'il faut considérer l'alimentation comme un droit et non comme un luxe. Donc, tout le monde doit avoir accès à une alimentation saine, durable et nutritive. Donc, en ce sens, l'État doit prendre toutes les mesures nécessaires, législatives, budgétaires, administratives, pour donner accès à l'alimentation à la population. Bon, en termes de perspective, la Soazan a des projets vraiment ambitieux. Maintenant, avec le programme LASCO, on va développer le pôle de recherche par rapport à la sécurité alimentaire. Il y aura des projets sociaux pour les personnes les plus vulnérables bientôt. Et pour contacter Soazan, on peut le faire soit par Facebook. Et nous avons une page Facebook, Solidarité haïtienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle Soazan. Nous avons une email, c'est info@gmail.com. Alors, Soa Hassan, il faut dire que c'est Sohassan. Justement, voilà, merci. Et puis, des numéros de téléphone, 36 07 84 56, c'est le numéro qui est disponible pour contacter Soazan. François, Olivier, alors François Yuel, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de À Travers. Merci d'avoir partagé avec nous votre savoir et quelque part votre savoir-faire aussi. Merci infiniment. Merci C'est à Ralph. nous de vous remercier, Ralph. On vous dit à bientôt. Écoutez, quand vous revenez en Haïti, François, on vous attend. Je Venez vous à dirai. Pacifique. Voilà. Merci Yuel. Merci. Ralph. Voilà, c'est ici la fin d'À Travers pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi sur votre télévision, votre émission. Et François l'a dit, allez-y, soufflez sous la braise, faites ce qu'on peut faire pour vraiment donner vie à l'agriculture haïtienne, pour pouvoir se nourrir soi-même. On vous dit à bientôt pour notre sortie d'À Travers. Au revoir.